Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie où nous allons continuer là où on était arrêté. Donc dans un premier temps, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est l'histoire du protocole à employer. Alors vu que je vais relier cette API à de futurs projets, comme la domotique, on va prendre un exemple de ce type. On a une maison ou un appartement, peu importe. Dans cet appartement, nous avons des pièces, des lieux, et dans ces lieux, nous avons des objets. Et sur ces objets, on peut effectuer des actions. Par exemple, dans une salle à manger, pour certains, ils ont une télé. Et cette télé, on peut l'allumer ou l'éteindre. Donc pour concrétiser un petit peu la chose, disons que ici notre API se résumerait un petit peu. Alors bien sûr, je rappelle bien que c'est un exemple pour qu'on puisse que je puisse démontrer l'utilisation et tout ça. Mais bien sûr, vous pouvez l'adapter à vos propres besoins. Vous n'êtes pas obligé de contrôler des objets connectés. Il suffira de suivre comme je vais l'indiquer, et vous verrez à quel endroit c'est là où vous devez mettre vos propres classes, vos propres actions, ce que vous aurez décidé à faire, quoi. Donc là, on va se baser sur le principe que dans un premier temps, on va avoir une pièce. Dans un second temps, on va avoir un objet. Alors bien sûr, ça c'est des termes génériques. Derrière, il faudra remplacer la pièce par le nom de la pièce, l'objet par le nom de l'objet. Et puis viendra une action qu'on pourra dire genre allumer, éteindre, etc. Donc là concrètement pour l'instant les actions ça va être allumer, éteindre. Mais vous verrez que vous pouvez très bien mettre plusieurs actions, il n'y a aucun souci. Donc on va mettre en place ceci. Alors je vais pas trop m'attarder sur les classes de la table et tout ça, parce que bon, c'est déjà expliqué dans d'autres vidéos, il suffit d'y retourner. Je préfère m'attarder plus sur le point concret au niveau de l'API que sur les autres points. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais aller commencer à rajouter pas mal de tables, et la config je vais la changer un petit peu. Alors si je prends mes tables, j'ai une bêtise là. Bon, c'est pas grave, j'irai la chercher après. Donc ça c'est plus tard. L'utilisateur, je l'ai pas mis. La config, on l'a déjà. Donc, je vais mettre cela. Voilà. Malheureusement, il faut que j'aille chercher une autre table que j'ai pas pensé à mettre. Tac, tac. Voilà. Donc on ira dans les fichiers après, il n'y a pas de problème pour ça. Je regarde bien si j'ai bien tout.
Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça devrait aller. Ensuite, pour ce qui est de la base de données, je vous fournirai directement le fichier SQL aussi dans le zip. Ça, comme ça vous évite de vous prendre la tête aussi. Par contre, j'ai pas fait attention à ça. Bon, c'est pas grave. Alors moi, je vais l'importer comme ça directement, mais vous pouvez importer le fichier, hein, il n'y a normalement pas de souci. Alors lui, hop, c'est vrai qu'on avait fait un site pour ça. Donc on va dans API PHP. Vu que la config elle va être réinitialisée, je vais l'enlever. Hop. Voilà. SQL. Un petit CTRL V. Et on exécute. Donc il n'y a pas énormément de données, donc ça devrait aller comme un bit, normalement. Voilà. Alors, je vais partir pour l'instant de là. Donc on va avoir un utilisateur avec un login, nom, prénom, un mail, un mot de passe, un identifiant de groupe, et s'il est actif ou pas. Ça, ce sera pour plus tard quand on s'occupera de la sécurité. Ensuite, vu qu'il est relié à un groupe, on a une table groupe. Donc on a deux groupes, un groupe administrateur, un groupe client. Alors là, j'avais mis des couleurs, mais bon, c'est pas... Dans notre cas, ça va pas être utile pour le moment. Peut-être que plus tard, je remettrai. Donc voilà, on a juste un nom et c'est tout. Alors après, on va avoir, comme j'ai dit, des pièces. Donc, on a des pièces. On va avoir un bureau, une salle, chambre et inconnu. Alors là, le problème, c'est qu'il n'a pas fait ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Normalement, inconnu, c'est 0. Voilà. Donc si je raffiche, il devrait le remettre en haut. Donc on a 3 pièces. Dans les pièces, on va avoir des objets. Donc on se rappelle des identifiants qui vont être utilisés. Donc c'est la table objet connecté. Donc là c'est pareil, le aucun, normalement c'est 0. Donc voilà, je vais refaire ça. Donc aucun, voilà, on verra ça par la suite. Donc sinon on a une télé, un ampli et une lumière. Ils sont tous... Alors le slug c'est pour l'URL, tout simplement. Bon là c'était pas très utile dans le sens où j'ai pas mis d'accent, mais le mieux c'est de l'avoir sans accent. Et le type, alors faut savoir que ces objets connectés, ils sont télécommandés par des télécommandes dont le mode de fonctionnement c'est de l'infrarouge. Donc c'est pour ça que j'ai mis un type IR pour infrarouge. Et à ces infrarouges, on va avoir des codes pour les infrarouges. Donc on aura la pièce, l'identifiant de la pièce, l'identifiant de l'objet, l'identifiant du bouton qu'on va voir après, le protocole qu'on va employer. Bon, c'est un peu technique, mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et le code infrarouge qu'il faut envoyer normalement. Donc nous, ce qui nous intéresse en fait, au final, c'est le code. En gros, c'est pour pouvoir actionner l'objet.
Alors ces objets, effectivement, ils ont divers protocoles. Pour certains, la plupart du temps c'est le même, mais il y en a un différent, mais il y en a plusieurs. Donc les protocoles, on va les retrouver ici. Donc on a le protocole NEC et le protocole Samsung. C'est sur 32 bits. Donc ça c'est des trucs techniques, mais c'est pour les vidéos suivantes. Pas pour l'API, plutôt pour tout ce qui va être l'Arduino domotique et tout ça. Mais ça sert aussi pour nous dans notre exemple. Alors après on va voir des boutons. Donc on a le bouton Power. Sur certaines commandes on a juste un bouton On-Off, c'est le même. Et sur d'autres télécommandes on peut avoir deux boutons. Un bouton On et un bouton Off. Donc c'est le cas pour un élément où on a vraiment deux boutons pour la lumière. Et pour la télé et l'ampli c'est le même bouton, c'est Power. Ensuite, les actions termes. Alors ici, c'est les termes, c'est les mots qu'on va employer dans l'URL. Alors pourquoi il y a des déclinaisons? Ça, c'est parce que des fois on va dire allume ou allumer. Des fois on peut dire éteint. Alors éteindre, éteint, mais par moment, plus tard, vous verrez, quand on va parler à un bot, à des moments il peut mettre un T, des fois un S, on sait pas trop par moment, donc ça nous permet d'être un peu plus flexible et d'ajouter des termes comme ça selon ce qu'on va prononcer par la suite. Donc là j'ai l'objet 1 et l'objet 2, et pour les boutons ID 2 et 3, si je dis pas de bêtises, 2 et 3 c'est la lumière. Donc là je vais changer, et la lumière c'est l'identifiant 3. Donc là c'est pas compliqué, il n'y en aura qu'un. Voilà. Donc là je crois que j'ai fait le tour. Bon, en config, j'ai juste mis propriétaire, société, un mail, le nom de l'application et la version de l'application. C'est tout. Donc là côté base de données, on n'a pas besoin d'y retourner. Alors après, les champs que vous allez voir ici, tout simplement, code IR. Donc là, vous voyez que c'est plutôt une table de relations, en fait, qui va relier un petit peu l'ensemble. Donc à chaque fois qu'il y a un identifiant, ça veut dire que derrière, il va y avoir un objet qui va se créer et qu'il est dépendant d'une table. Donc comme pièce ID, c'est pièce. L'objet ID, c'est objet connecté. Bouton ID, c'est bouton. Code IR, c'est code IR, protocole IR plutôt, et code, c'est l'information qu'on récupère. Pour le reste, c'est des trucs assez simples, c'est juste un nom ou une valeur limite. La pièce, ça va être juste un nom. Pour les objets, un nom, un slug et puis un type comme j'avais précisé. Pour les codes infrarouges, ça c'est ce qu'on a vu. Pour les boutons, un nom seulement. Les actions termes, donc là on aura des identifiants, donc les boutons ID et les objets ID en fait, et c'est tout. En gros la table la plus grande en termes de champs, ça doit être utilisateur quoi, parce que même groupe il n'y a pas grand chose non plus. Donc maintenant si on va voir du côté des tables, alors on va reprendre le action terme. Donc on a des boutons ID, les objets, les identifiants et les termes. On a ici la table, on récupère les éléments, les getters, les setters, et là on a des fonctions qui nous permettent d'aller rechercher des éléments. Donc ça on verra par la suite comment on va utiliser ces fonctions là. Donc le décompact objet, ça permet de reprendre les objets ici et de les rescinder en fait. Soit là c'est pour les décompacter, donc on va les exploser pour en faire un tableau. Et ce tableau, ça nous fera des tableaux d'objets par la suite, d'objets connectés, mais bon c'est les objets quoi, parce qu'on peut pas appeler objet vu qu'il y a une classe objet qui existe. Donc là c'est parce que je les mets sous forme de tableau indexé, donc ça dépend des moments où on a besoin sous forme d'objet ou sous forme de tableau indexé parfois.
Donc ici, pour recompacter, on va faire un implode. Et du coup, quand on sauvegarde dans la base de données, bah, on remet tout séparé par des virgules. Et puis à la fin, bon, bah, notre fonction de commit, insert, update, tout à fait traditionnelle. Donc pour les codes infrarouges, alors c'est pareil, on a plusieurs objets qui vont se créer. Donc je repose pas là-dessus, hein, c'est toujours pareil en fait. Là, je sais plus ce que j'avais foutu. On verra par la suite quand on fera appel au code. Alors là, on a une fonction de filtre qui nous permet de filtrer un petit peu les éléments et du coup de créer une requête spécifique qu'on verra par la suite aussi. Et puis le commit à la fin. Donc config, c'est un nom, une valeur, ça on l'avait vu, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas les mêmes parce que là je retourne un tableau avec juste la valeur de l'élément, alors que là je retourne un objet en fait. J'avais dit une bêtise dans la dernière vidéo en disant que c'était les mêmes. Donc ici pour les groupes, on a juste une fonction de liste qui nous retourne une liste. Alors là, ça n'est pas bien mis. Donc j'enregistre les objets connectés, donc le nom, le slug et tout ça. Et là on a juste un commit, hein, donc très simple. Les pièces, c'est pareil, on va juste avoir un nom. Donc c'est assez simple aussi. Le protocole, ça va être la même chose, on a le nom et les bits. Donc ça c'est pareil, ça change pas. Et l'utilisateur, donc c'est là que ça va être un peu plus volumineux. Donc par défaut, il sera sur le groupe 2. Là, je sais pas ce qu'il m'a fait avec les éléments. Get full name, donc c'est pour avoir le prénom et le nom. Donc là, on peut les rechercher par groupe. Là, on récupère tous les admins. Donc on a l'identifiant 1 ici, du groupe ID. Pour tout ce qui est les utilisateurs, donc c'est l'identifiant 2. Là, ça nous permet de savoir s'il est connecté ou pas. Là, ça nous permet... Hop. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il y a un if. Ok. Donc là, c'est si on est autorisé ou pas. Donc c'est l'identifiant 1. Là, ça nous permet de récupérer l'identifiant du groupe. Ici, ça nous permet de savoir si l'utilisateur est actif ou pas. Là, ça nous permet de le loguer. Là, ça nous permet de le déloguer. De le déconnecter, quoi. Là, on a notre commit. Là, ça va permettre de vérifier le login s'il est unique, le mail s'il est unique. Et là, ça nous permet de récupérer un utilisateur en fonction du mail et du login. Parce qu'on peut se connecter selon le mail ou le login. Voilà. Donc voilà pour le tour des tables de l'utilisateur. Les tables qu'on va utiliser derrière dans l'API. Donc ça, on va fermer. Alors, notre index. Donc notre index, il va se faire un petit peu modifier. Alors premièrement, on inclut le backend init. Alors là, je vais ajouter une partie que je vais expliquer. Alors le header, là, j'en ai pas besoin ici. On va séparer un petit peu. Donc là, on va voir un mode, si on est en mode public ou si on est en mode administration. Quand on aura l'administration, vous verrez qu'on pourra faire des tests sur l'API directement depuis la page d'administration. Car la page d'administration n'est pas tout à fait au même endroit que notre index de l'API. Elle est dans un dossier à part.
Et ici, ça nous permet de définir le format de retour, si on veut du JSON ou si on veut un format différent. Enfin, hop. Pardon. Donc là, on va charger l'application qui va écouter les URL. Donc pour ça, on fait appel à la classe app et la fonction init. Donc si on regarde ici l'app, donc on a l'instance pour la base de données, on a le chargement de l'autoloader, on a la récupération de l'instance unique de la base. Ouais, voilà. Des permissions. Donc c'est vrai que là je devrais pas le faire parce que ça, on n'a pas cette classe. Donc pour l'instant je vais laisser ça en commentaire. Ici, bon, le répertoire, ça nous intéresse pas, et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci, donc la fonction init. Donc on va analyser les requêtes en get sur le type de formatage. Et ici, on va commencer à créer un objet qu'on va appeler HTTP. Et sur cet objet HTTP, on va vouloir aller chercher une réponse. De même que sur cet objet HTTP, on aura une request, une requête. Et va suivre aussi un objet HTTP URL qui va analyser la requête en fait. Donc après je pourrais descendre plus bas, mais le mieux c'est de voir un petit peu ce que ces objets vont faire, tout simplement. Donc ces objets, on va les mettre dans API. Hop. Même pas. Je me suis planté. Dans corps, plutôt. Alors là, je vais venir importer directement toutes les classes pour éviter de perdre du temps. D'ailleurs, c'est un dossier complet en fait. Hop. Donc là-dedans, on va avoir plusieurs classes. Donc la première qu'on rencontre, comme on peut voir, hein, c'est la classe HTTP. Et la suivante qu'on va rencontrer aussi, c'est HTTP URL. Donc on va déjà voir ce que c'est HTTP. Donc HTTP, elle a deux variables privées, qui est la request et la response. La request, on va la constituer directement par new HTTP request. Donc ça, c'est un autre objet qui est ici, qui lui va avoir la méthode, l'URI, le protocole, le serveur, le client, le script et les données. Donc c'est quoi la méthode? Et bah c'est cette partie-là dans serveur request méthode, ce que vous avez expliqué dans la toute première vidéo. Pour l'URI, bah ce sera le request URI. Pour le protocole, c'était le request shem. Pour les data, donc les data, ça sera soit on est en méthode get, ou on pourrait être en méthode post. Donc si on est en get, on aura un HTTP get, et si on est en post, on aura un new HTTP post. Entre temps, on a un HTTP serveur, client et script. Donc serveur, si on va voir, il y a juste l'adresse, le nom et le port qu'on récupère via les index du tableau de la global serveur, tout simplement. Si je reviens ici pour le client, donc tout ça c'est ce que j'avais parlé en fait dans la toute première vidéo, hein. Mais là on le voit, c'est sous forme d'objets maintenant. On va récupérer les éléments pour que ça soit stocké dans des objets. Donc ça je vais les fermer ces deux là. Et le HTTP script qui lui en retourne le script URI, l'URL, le name et ici getPath. Donc getPath
c'est ce qu'on faisait la dernière fois dans l'index, hein. On prend l'URL qu'on a reçu, qui est décomposé bien entendu déjà. Donc c'est le script URL, on l'explode sur les slash, on enlève le premier élément, on enlève le tout dernier élément, parce que ici on peut avoir des paramètres. Donc on veut pas les paramètres ici. On veut juste le chemin. Et on return ceci. Sinon on retourne un objet vide, un tableau vide. Donc vous voyez, pour l'instant c'est pas compliqué. C'est juste décomposé, c'est tout. Ça peut paraître compliqué, mais c'est juste décomposé. Donc après on va avoir un objet important qui est le parse URL, qui va parser la requête. Donc analyser en fait la requête, quelque part. Pour mieux la décomposer. Et ce parse URL, il n'est pas au même endroit. Il est dans API en fait. Bon, j'irai le rajouter après. Pour l'instant, c'est pas utile. Ouais, à la limite, je préfère le rajouter maintenant. Et du coup, on va aller le voir. Donc ici, on aura l'URL, c'est l'objet HTTP URL. Ici, on aura le lieu. Donc le lieu, c'est la pièce, tout simplement. L'objet, donc l'objet connecté. Les paramètres, donc ces actions en fait. Et la réponse qu'on va fournir. Donc ceci, ça va nous créer un HTTP URL, comme ça l'aurait fait ici, le HTTP URL. Donc ça dépend les cas, hein. Il y a certains cas, on va avoir ici HTTP, puis on va demander la réponse. Et du coup, on n'a pas le HTTP URL. Mais dans d'autres cas, on va avoir le HTTP, la requête et l'URL qu'on va analyser. Donc ça va être plus clair quand on va mettre tout ça en place. Donc ici, on injecte la requête. Donc ça nous crée le HTTP URL. Et si on va le voir, lui, il va créer l'objet en injectant la requête. Et là, on prend le protocole, les deux points, les deux slash, le nom du serveur et le port du serveur. Ensuite, si on est en méthode get, on va prendre la base et l'URI. Sinon, on prend la base et le script URL. Pour la méthode, on prend la méthode. Sinon, le path, c'est le requête script URL. Le path avec un S, donc ça c'est le path complet en fait. Donc tableau indexé comptant chaque chemin du path. Donc là c'est plutôt un tableau, là avec le S. Les params, et si c'est valide ou si c'est pas valide. Donc c'est valide ou pas valide en fonction si on a des paramètres ou pas. Voilà. Donc ça c'est la partie HTTP request. Et il nous reste le get et post qu'on n'a pas regardé, mais c'est assez bête ça aussi. Donc pour le HTTP get, on va initialiser les paramètres à vide en fait. On va regarder si on a quelque chose dans le get, et ensuite on va aller parcourir tous les paramètres qui ont été reçus dans le get, et on va les mettre en tant que clé et valeur. Donc par exemple si je dis action allumée, la clé c'est action, la valeur c'est allumée. Voilà. Donc là ça nous permet de retourner les paramètres, ça nous permet de retourner une clé, de retourner tous les noms des paramètres plutôt. Là ça me permet de retourner que la valeur du paramètre. Ici ça me permet d'avoir la valeur du... Là c'est un tableau associatif plutôt. Là c'est juste la valeur, et là ça permet de voir si la clé elle existe ou pas. Et pour le post ça va être identique. Donc on fait la même chose avec post, on remet les clés et les valeurs, on a les paramètres, on regarde si on peut avoir un tableau indexé pour les paramètres, un tableau associatif avec les clés et les valeurs. Ici on retourne que la valeur et on vérifie si la clé existe ou pas. Donc en somme c'est assez basique.
init, ça on va y aller après. Le HTTP response. Alors, lui, il va avoir les données brutes qui sont retournées par le serveur pour le client, le type, le format de données qu'on veut retourner, et le code, le statut HTTP qu'on veut retourner. Donc on va avoir les datas, les types et le code, et tout ça on les passe directement en paramètres. Donc on peut récupérer le code, les données brutes, et enfin, en fonction du type de données, on va appeler des fonctions et on va voir si c'est un string, on retourne les données normalement. Par contre, si le type c'était un objet, alors on va caster quelque part le string en objet. Si c'est un tableau, on va retourner tout ça sous forme de clé valeur avec une flèche. Et si c'est en JSON, on peut retourner les datas directement puisque c'est une chaîne de caractères toute simple. En gros, on va voir plusieurs fois cette chose-là, mais différemment. Là, on veut retourner un objet. Donc comme c'est une chaîne de caractères, on va créer un objet. Et puis dedans, on va créer une propriété data, puis on mettra les datas dans cet objet. On retournera l'objet. Si le type c'était un objet, dans ces cas-là, on recrée data, puis on envoie directement les datas sans les transformer, puisque c'est déjà un objet. Pour un tableau, là c'est pareil. Vu que c'était un objet, on va les transformer en tableau. Ouais, en tableau. Pour le JSON, ça va faire la même chose. Donc là, pareil, ça va être la même chose, mais si on veut retourner un tableau, et même chose si on veut retourner un JSON. Donc là, on verra que ça retourne toujours du JSON. Là, dans tous les cas, ça retourne un tableau. Là, dans tous les cas, ça retourne un objet. Et là, dans tous les cas, ça retourne une chaîne de caractères. Voilà. C'est un peu ce qu'il va faire. Alors bien sûr, pour répondre, il va falloir faire du traitement avant. Et ce traitement, il va se passer ici. Donc c'est au moment où on va faire le this init. Donc ça va permettre de valider chaque partie de l'URL pour transférer la demande à notre API. Donc ici on va voir plusieurs cas d'erreur quand ça va pas en fait, quand il manque des choses. Donc là c'est j'ai pas compris la demande, c'est je sais pas quoi faire parce qu'il manque des éléments. Là il manque l'objet, là il manque les actions. Et donc quand il manque des choses, on envoie un 404 tout simplement. Et à certains endroits on va même retourner des erreurs d'interdiction des 403. Donc ici le this URL valide. Donc le this URL, si on voit bien, c'est un HTTP URL. Et on va tester si c'est valide ou pas. Et si c'est valide, alors on va aller parcourir les chemins. Premièrement, l'index 0, c'est-à-dire tout simplement la pièce, le lieu, en gros. Ensuite, on va aller regarder si on a bien un index 1 pour avoir notre objet sur lequel agir. Ensuite, ça on stocke dans l'objet, là on le stocke dans le lieu. Et là, on va aller revoir les paramètres, on va les compter, puis si on a, on va les stocker directement dans params. Et ensuite, on va créer notre API, qu'on envoie cet objet directement, donc ce parse URL, et elle nous retournera la réponse. Donc, cette API. Alors, je vais copier tout ça. Du moins, je vais y aller un par un. Ça sera plus simple. Donc, l'API reçoit le parse URL. Le parse URL, on va aller récupérer les paramètres. Et ici, on va faire une analyse qu'on va stocker dans la réponse. Puis, on le remettra dans l'objet de réponse de ce constructeur.
Et comme il sera initialisé, quand on demandera la réponse à cet endroit là, on aura quelque chose, tout simplement. Donc par contre, il faut qu'on analyse. Donc l'analyse, alors là ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai pas mis les authentifications, ni les clés. Donc là, dans un premier temps, donc comme vous voyez ici, en fait, c'est uniquement la partie de protection. Hop. Donc là, on va juste retourner analyse URL, qui lui va appeler tous nos API pour récupérer les éléments, les objets en quelque sorte concrètement quoi, et leurs valeurs. Donc premièrement on va voir si le lieu existe. On a envoyé une pièce, mais est-ce que cette pièce on l'a? Est-ce qu'on, par exemple, imaginons que j'envoie salle de bain, si j'ai rien dans la salle de bain, ça va pas m'être utile. Donc, en d'autres termes, ça va récupérer la pièce ou pas. Alors, l'API lieu get pièce. Donc, je vais prendre l'API lieu. En d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser les trucs comme moi, c'est-à-dire des pièces, des objets et autres, en gros, c'est ici que ça se passe. C'est ici que vous allez tout changer. Et c'est tout parce que là, alors quand ça fait ça, ça veut dire que ça n'a jamais été utilisé dans le code. Donc, du coup, vous pouvez même le supprimer quand c'est pas utilisé, quoi. Et donc c'est là où, comme j'explique, que vos classes vont entrer en considération selon la requête que vous avez formée. Donc moi je l'ai formée sur 2 chemins, 2 mots-clés. Mais vous pouvez le mettre sur plusieurs mots-clés. Dans ces cas-là, c'est au moment du parsage de l'URL ici qu'on récupère les mots-clés dans l'URL en fait. Donc les chemins. Donc la pièce, l'objet. Et donc ici, vous pouvez faire un peu plus de traitement que je ne l'ai fait, si vous voulez plus de valeur. Ou des chemins plus profonds. En d'autres termes, vous pouvez avoir, je sais pas, 4 éléments dans le chemin et puis après seulement les paramètres. C'est dans parse URL que vous allez analyser sur tous les chemins. Et après, c'est ici, au niveau de l'analyse URL, que vous allez quelque part, pas tout à fait directement encore, appeler vos objets. Donc là, j'y vais avec l'API lieu, ça va devenir concret. Parce que depuis tout à l'heure, vous voyez bien que à aucun moment j'ai fait un new pièce pour récupérer la pièce ou pièce 2.2. Pour l'instant, j'ai jamais appelé une de mes tables, en gros. Je n'ai fait que décomposer l'URL. C'est tout. Donc si on prend l'API lieu et qu'on regarde get pièce, on va avoir un élément qui va être transféré et puis on va aller rechercher si cette pièce elle existe ou pas, et si elle existe on va retourner un identifiant. Alors il pourrait y en avoir plusieurs, donc dans ces cas là on en retourne plusieurs identifiants. Typiquement la maison, ici j'ai mis le lieu égal maison qui n'existe pas, mais la maison ça veut dire que c'est toutes les pièces, donc ici j'aurai un tableau d'identifiants de toutes les pièces. Imaginons que, je sais pas moi, j'ai une télé dans une chambre, une télé dans une autre chambre, une télé dans un bureau, une télé dans la salle, une télé dans la cuisine. Je vais pas dire plus tard allume la télé dans la salle, allume la télé dans la chambre, allume la télé dans la cuisine. Je vais dire allume les télés dans la maison. Et là du coup je récupère toutes les pièces pour la télé et pour l'action de l'allumage.
hein. Bon, GetURL service, on verra plus tard, mais là principalement c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on crée l'objet, qu'on récupère tous les éléments et qu'on teste si le lieu est égal au nom que je reformate au passage, pour être sûr que ça corresponde bien. Donc lower, hein, pour rappel, c'est mettre en minuscule. Et du coup, ici, si j'ai une pièce, donc si c'est différent de nul, parce que si j'ai pas de pièce, je vais me retrouver ici, information manquante, lieu, il manque le lieu. Après, je vais tester l'objet, si j'ai bien un objet. Donc là, je vais prendre l'API objet. Et l'objet, c'est getObjet, on prend les objets connectés, on va tous les récupérer. Et puis en fonction du slug, cette fois-ci, parce que je vais prendre plutôt le slug, le nom ou le slug, l'un ou l'autre, et je vais récupérer l'identifiant. Et si c'est tous, je les récupère tous. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai mis P, mais c'est pas P. C'est O. Hop, on était ici. Alors ensuite, l'action, l'API action. Donc en d'autres termes, c'est là que vous voyez à chaque fois, hein, je crée une classe API avec le nom de la table, et c'est dans cette classe API nom de la table que je vais chercher les éléments de l'application. Ainsi, ça décompose vraiment les éléments, tout ce qui concerne le traitement API, URL, en d'autres termes, et le traitement de la base de données, quoi. Donc de l'application, du retour des résultats. En d'autres termes, ici c'est plutôt la demande qui va fournir un résultat, et ici c'est le traitement. Hop. Donc l'API action, on va envoyer un code. Et ici ça va appeler une autre API. Donc ici on va voir les identifiants des pièces, les identifiants des objets et les actions éventuelles. Et tout ça, on les reçoit directement ici. Donc c'est à cet endroit-là que je les passe. Donc le thisArg, hein, c'est simplement les arguments qui ont été passés, donc les paramètres. Et elle va appeler l'API bouton. Alors, l'API bouton, hop. Donc là je vais regarder ce qu'il demande comme fonction, donc getBouton. Donc ici on va rechercher un bouton. Donc là on va avoir un tableau indexé d'identifiant d'objets et un tableau associatif des actions. Et sur les paramètres, donc déjà on veut s'assurer qu'on a bien des paramètres. Là on sépare la clé de la valeur qu'on avait récoltée précédemment via le parse URL. Et on va aller analyser l'objet et la clé pour savoir si un petit peu ça va correspondre. Donc l'objet il va être ici, la clé ça va être le nom, et ici on va faire un action terms. Donc là le action terms c'est cette fonction là, et on va rechercher un terme en fonction de l'identifiant du nom de l'objet. Alors ça peut paraître un peu compliqué ça, mais en fait c'est assez simple. C'est l'action terms. Ici on va avoir un nom, donc le paramètre en fait, et on veut récupérer, on va savoir si l'objet existe par rapport à ce nom, pour en retourner le bouton au final. Donc voilà ce qu'il va faire, hein. Il va retourner l'identifiant du bouton ou nul. Et si on cherche ce truc là, qu'on va voir ça fonctionne comment, et là on fait une requête, on va sélectionner sur la table action objet, là, action terms plutôt, et on va liker sur les OID, parce qu'ils sont séparés par des virgules, et sur le terme, qui lui aussi est séparé par des virgules.
Et puis après, bon bah c'est un traitement assez basique qui va permettre d'extraire les éléments et puis de retourner simplement l'identifiant, quoi. Ou nul, si ça n'a pas été trouvé. C'est tout. Donc là, on était parti dans l'API bouton. Alors ensuite, par rapport au bouton, donc on va voir la pièce, on prend la première pièce, on prend le premier objet, on va prendre le premier bouton, et ça va mettre pièce ID, objet ID, bouton ID, donc on les voit qui sont ici mis, et on va dans le code infrarouge, on va rechercher cet élément dans la base. Si on a bien un code infrarouge trouvé, dans ces cas-là, je vais aller chercher le protocole et je vais demander de me créer un protocole infrarouge. Enfin, le protocole qui sera envoyé plus tard, ça sera IR, séparé du $. Ensuite, le protocole utilisé, donc le nom du protocole, typiquement c'était NEC ou Samsung. Ensuite, le nombre de bits qui vont être passés ici, qui sont scindés via des dièses, tout simplement. Et puis ici, bah vraiment le code infrarouge, donc la valeur. Donc ça, après, c'est retourné par l'API, et l'API ensuite les renvoie autre part pour effectuer ces actions-là. Donc ça, c'est une autre partie d'un autre chapitre, pas dans ce qu'on voit là. Donc voilà un petit peu comment ça se passe finalement. C'est pas si complexe que ça en soi. Donc si on teste ça, bah ici on va avoir une pièce. Alors je vais simplement remplacer la pièce. Hop. Donc disons que la pièce c'est le bureau. Ici, disons qu'on veut la télé et on veut l'allumer. Et là, une belle erreur. Donc 404 pas trouvé. Donc comme quoi, ça fonctionne bien maintenant. Alors je vais recommencer. Je sais pas si j'avais mis bureau dans les pièces. Pièce. Si on a bien bureau. Dans bureau, donc c'est la 1, la télé c'est la 1. Donc objet c'est 1. Objet. Donc télé c'est 1. Donc c'est bien ici, on a bien le bouton. Donc à mon avis, ça doit être l'histoire de télé qui doit pas aller. Donc là, bureau, salle, chambre. Et l'objet. Si, normalement ça aurait dû passer. Alors je vais bien réactualiser. Donc ici, je réindique bureau, télé. Ah oui, normalement je devais mettre un slash à la fin. Le point d'interrogation. Action égale allumé. Raté. Bureau. Télé. Bureau, télé. Logiquement, je mettais ça. Et je suis plus sûr. Donc si je fais bureau, télé, action, allumé, ça va pas. Alors je vais faire comme ça. Non plus. Donc bah justement ça va être un petit cas de débugage.
Et donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc on a dit que le parse URL, c'est ce qui permet de parcourir tous les paramètres de l'URL comme ici. Et là on va être dans l'API pour la réponse. Donc ici je vais venir débugger déjà les paramètres. Si je les reçois bien. Donc là je vais remettre l'URL que j'avais mis. Donc bureau, télé, action, allumée. Alors là je me retrouve dans un cas où il va me bloquer. Alors il va me bloquer. C'est vrai que déjà j'ai pas précisé de format. Bon, par défaut ça sera un format JSON. Par défaut on est en mode public, donc ça il n'y a pas de problème. Et ici donc à chaque fois on se retrouve avec une erreur 404, donc qui nous fait ça. Donc là on va pas mettre de header, on va pas faire un retour, mais on va juste demander cette partie là. En limite on a juste même à commenter le header, je pense. Il n'y a pas besoin de faire plus. Bureau. Bon, là il nous affiche pas le debug. Bon, en même temps je suis un peu dans un if, donc il y a des chances qu'il me l'affiche pas. Donc on va juste mettre result get response. Normalement on devrait demander un format particulier aussi. Et ça on va pas l'avoir. Donc je vais juste laisser comme ça. Donc on va pas l'avoir. Je vais faire un écho, mais je pense pas qu'on va l'avoir non plus. Voilà, recoverable. Ah, j'ai jamais connu celle-là. Alors, object of class HTTP réponse could not be converted to string. Alors, forcément, là on va demander un get string, tout simplement. Hop là, on va le copier. Hop. Oups, raté. PI, PHP, action, allumée. Ok, donc on appelle une fonction qui n'est pas définie. Alors le plus simple, parce que là je pense que je vais tourner en rond, mais méchamment. Hop, donc ça je vais le laisser comme c'était. Et je vais devoir forcément mettre un die directement. C'était dans API. Ici, une fois que je récupère les paramètres, je fais un die pour être sûr qu'il m'affiche ce que je lui demande. Raté. Je vais réactualiser pour être sûr. Raté. Alors il y a l'air qu'il n'y a pas les paramètres. Donc je vais essayer, mais sans. Alors je vais devoir taper. Donc le bureau. Je vais supprimer toute cette partie là.
Donc si je demande juste bureau, j'ai rien. Bureau télé, c'est pareil, j'ai rien non plus. Donc je vais essayer différemment. Alors dans notre objet app, ici voilà, on peut passer des bugs. Alors on peut le faire en post, mais on peut le passer en get. Et du coup ça va nous débugger directement l'objet HTTP. Alors c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc hop, on va remettre bureau, action allumée, et les bugs, trou. Voilà, on va y arriver. Alors là on voit que la réponse nous dit je ne sais pas quoi faire. Et ensuite on va analyser un petit peu les éléments. Alors là on voit que URI, URL, il n'y a rien dedans. Pour le HTTP serveur, ça va, tout est rempli. Pour le HTTP client, c'est rempli. Mais effectivement, il y a un problème du côté HTTP script. On a bien l'action allumée dans le get. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc oui, il faut que je regarde le HTTP script, ce qui s'y passe. HTTP script. Alors, là il va nous retourner les chemins. Donc ici, au niveau chemin, paf, on a un tableau vide, ce qui est un petit peu normal parce qu'au-dessus, on n'a pas les URI ni l'URL. Alors, temporairement, on va faire un debug de serve, histoire de voir s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau des noms. Alors là, il trouve, donc il m'affiche rien. Donc on va faire un die. Même chose. Hop, si on reprend notre app, est-ce que je peux débugger le serveur? Apparemment, non. Alors, c'est pas grave. Ici, je débug HTTP. Je vais faire un debug du serveur ici. Du coup, dans l'index, je peux l'enlever parce que ça sert à rien. Voilà. Donc, on a bien le serveur. Alors, request URI. Ça, on l'a bien. Donc, si je regarde ah non, c'était le script. Donc, script URI, script URL, script name. Où est-ce qu'il me les a mis? Serveur, request, donc on a script file name. Script name. Et effectivement, j'ai pas ces options. Alors, je vais plutôt utiliser le request URI
Alors je vais voir si ça fonctionne. Avant, HTTP script contient l'URL complète sans les paramètres pour URI. Donc là on a l'URL complète mais avec les paramètres et ça nous va pas. Nous il nous faut la complète sans les paramètres. Donc là ça serait plutôt le redirect URL. J'ai l'impression que c'est un module qui ne doit pas être activé et qui fait qu'on n'a pas ces valeurs là. Par contre le module, je sais pas trop ça va être lequel, mais on va chercher. Hop. Alors je réédite le fichier httpdconf. Je me remets en langage ini là, hop, et je regarde le chargement des modules. Cache, non. Dav, non. Je vais charger le module HTTP2. Le module header, lui, il est bien chargé. Le module info, je vais le charger aussi. Le module data, je vais le charger. Bon, les logs, c'est pas utile. Les proxys, je pense pas que c'est utile. Le remote IP. On a bien remote pas. Il me semblait qu'on avait une IP aussi. Serveur add, remote add. Ouais, donc c'est pareil. Le module request. Ah. Ça peut être utile. Bon, on va déjà essayer avec cela. On recharge. Voilà. On réactualise. Et j'ai pas plus de variables que ça. D'accord. Du coup ça m'embête. Même bien. Bon. À la place je vais prendre le redirect URL. Puisque je vois que j'ai que ça à disposition à la place de script URI. URI, c'est l'URL complète sans paramètres. Alors là j'ai un doute. Parce que URL c'est contient la partie chemin de l'URL sans paramètres. Donc effectivement là ce serait ici. Et l'URL complète, c'est vraiment complète. Il manque des infos. Normalement j'aurais dû avoir HTTP, tout ça, en gros, sans ça. Mais vraiment toute l'URL. HTTP, API, test, bureau, télé. C'est ça que je cherche là-dedans. Mais il n'y a pas l'air. C'est bizarre. Alors soit je me prends la tête et
j'essaye du n'importe quoi, ou soit j'essaye de faire en sorte de trouver avec vous. Malgré que ça fait 1h05 déjà, c'est pas grave, on va chercher. Hop là. On fait le bordel. Hop. Donc j'avais dit c'était script URL. Script URL Apache. Donc on a le mode rewrite. Ok, donc là on aurait script group user. Request machin. Script file name. Il n'y a pas l'air. Documentation d'Apache, elle est toujours très claire. Bon. Il agit sur la totalité, y compris la partie des chemins, la règle de réécriture, le htaccess. Voilà, là on va voir vraiment l'info. Apparemment il n'y a pas le slash devant. Ok, donc dans le htaccess, ici, il nous dit qu'apparemment il n'y a pas de slash devant. Could not undefined variable params. Bon, ça avance, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas grave. API. Variable params. C'est vrai qu'il n'y a pas là. Params. Dans l'analyse, non. URL get params. Donc je vais aller voir là-bas. Hop. Donc this params. Donc logiquement on les a ici. Alors, pourquoi il le trouve pas? On va essayer de faire ça. Donc pourtant il a bien les paramètres. Donc on a bien
this params qu'on envoie dans l'API. Et donc this, ah là je l'ai mis dans args, this args. Effectivement, bah oui, je suis bête. En gros, c'est this arg que j'aurais voulu débugger et pas ça. Bon, enfin, apparemment, ça fonctionne. Donc, si on regarde ici, on a bien URL, mais bon, c'est pas ce que j'ai demandé. Et ici, la script name. Script file name. On n'a pas toujours pas cette valeur. Alors, je vais peut-être mettre ce qu'il a marqué là. Rewrite rule. Je sais pas trop si j'ai besoin du NL comme il marque. Et là je vais écrire comme il l'a fait. Comme ça. Donc je ne l'ai toujours pas. Donc NCL. Ah, CTRL F5, ça a changé des trucs. Script name, script file name. C'est des sortes de caches qui se sont rajoutées. Bon, j'ai l'impression que ça doit être ça qui a pas dû bien fonctionner. Hop. L'extension de traduction là. Ça m'aurait été utile. Bon, ce que je vais faire, je vais stopper la vidéo là, parce que sinon ça va encore durer longtemps. Je vais chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que bon, je vois pourquoi ça fonctionne pas, je vois bien qu'il n'y a pas les paramètres que j'attends. Mais je vois pas pourquoi pourquoi ils apparaissent pas. Donc c'est vrai que d'habitude j'utilise WAMP ou directement Apache sur un dédié, et ils apparaissent tous. Mais là, avec la version qu'il m'a mis, pourtant c'est Apache, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Et donc je vais devoir certainement chercher longtemps. Donc c'est pas grave. Au moins il y a tout qui est en place. Comme ça pour la prochaine vidéo on va pouvoir je vais vous faire voir si je veux ajouter une sorte d'autre protocole, en quelque sorte, ouais. Alors, un autre protocole. Je sais pas, disons qu'on aura je verrai bien. Hein. Là j'ai pas trop d'idées. Mais on pourrait peut-être repartir sur une liste d'animaux et
On voudra peut-être récupérer certains animaux, tout simplement. Ou même voir comment on pourrait faire différemment. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire, hein, il n'y a pas que cette façon-là. Mais c'est à voir pour la prochaine vidéo. D'autant plus que j'ai réfléchi aussi pour l'administration. J'aurais bien aimé copier-coller les fichiers que j'ai déjà, mais le problème c'est que le thème que j'utilise pour l'administration, il est payant, et comme il est payant, je pense que j'ai pas le droit de l'utiliser. Même dans les vidéos, j'ai pas trop envie de tenter. De toute façon, il sera pas fourni dans les sources, ce thème, mais bon, je sais pas. Mais j'ai vu quelques thèmes sur thème admin. C'était Colorlib, ouais, voilà, ce truc-là, Colorlib. Ils en font pas mal, apparemment. Qui ont l'air d'être gratuits, visiblement, tant qu'on mentionne l'auteur. Et donc, je sais pas, je vais peut-être piocher là-dedans, dans un de ces thèmes, pour faire notre administration dans notre API. Ça peut être plutôt cool. Disons peut-être celui-là, tiens, il a l'air d'être pas mal. Ça sera à voir. En attendant, avant de mettre le thème, parce que là j'ai fait beaucoup de copier-coller, la prochaine vidéo, donc quand je vais résoudre le petit problème qui se passe ici pour avoir vraiment l'information qui me manque pour que ça fonctionne, je vous ferai voir vraiment comment on peut ajouter un autre objet directement et faire un appel sur cet objet qu'on va créer nous-mêmes. Je vais pas le créer à l'avance, je vais pas faire de copier-coller, donc je vais vraiment coder le code directement avec vous. Donc ça sera un petit peu long forcément, vu que il faut écrire. Mais au moins vous verrez clairement comment on intègre un élément dans le code que je vous fournis déjà, comment on peut le remanier, voire même comment je peux enlever une certaine partie pour directement intégrer un nouveau système d'API différemment. Typiquement, par exemple, on pourrait dire le premier paramètre c'est une classe, donc on essaiera de trouver une classe en fonction du nom. Le deuxième paramètre c'est une fonction, et ensuite les paramètres derrière ce serait par exemple les paramètres d'une fonction, et du coup pour l'appeler ce serait plus simple finalement. Donc à voir, j'ai plusieurs idées comme ça, ça sera à voir au fur et à mesure du temps comment mettre des trucs comme ça en place, indifféremment de ce que je propose là. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao bye.